C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette édition de l'Actualité. Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a lancé officiellement le séminaire national consacré à la redynamisation de l'administration publique à travers la décentralisation, placé donc sous le thème « La décentralisation à l'ère de la 5e République ». Ce séminaire a débuté hier et prendra fin le 25 juillet 2025. Ouvrant les travaux, le chef de l'État a exprimé de sa vive préoccupation face à la fragilité de la gestion de l'administration publique et à réaffirmer l'importance du rôle de l'État en tant que garant de la sécurité et la cohésion sociale. Madilem Alphonsine. Depuis le retour à l'ordre constitutionnel, l'administration tchadienne connaît une profonde mutation, s'inscrivant dans un vaste chantier de réformes institutionnelles. Ce séminaire national s'inscrit dans cette dynamique de modernisation avec pour ambition de jeter les bases d'une gouvernance de proximité inclusive et efficiente. L'événement vise à renforcer les capacités des administrateurs civils et les élus locaux en matière de gestion territoriale, de participation citoyenne et de pilotage des politiques publiques. Prenant la parole, le ministre en charge du dossier a exhorté ses collègues ministres et les responsables administratifs à une collaboration sincère et soutenue. La mise en œuvre de la décentralisation est une démarche délicate et complexe, mais le cap est fixé par le président de la République avec une volonté politique constamment affirmée. C'est à ce titre que sous la transition et ensuite sous la 5e République, il y a eu une abondante activité normative menée par les pouvoirs publics. Les textes jugés pertinents pour les acteurs de la décentralisation ont été promulgués. D'autres sont actuellement dans le circuit du processus de maturation et d'adoption. Ouvrant les travaux, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a rappelé que le Tchad est un pays vaste, riche de sa diversité culturelle et marqué par les disparités socio-économiques. Ces réalités rendent illusoire toute gouvernance centralisée. La réussite de cette réforme dépend d'une collaboration constructive entre l'État central et les collectivités territoriales afin de garantir un développement équitable et durable de nos territoires. Tous les pays ayant choisi la décentralisation ont dû affronter les défis multiformes inhérents, prendre le temps nécessaire, trouver les ressources adéquates et franchir les entraves socio-culturelles dans le processus de sa mise en œuvre. La décentralisation est un choix constitutionnel, politique et stratégique. Elle répond aux aspirations profondes de nos populations. Gouverner à la base, gouverner au plus près, valoriser les potentialités locales, corriger les inégalités territoriales et renforcer l'unité nationale. Ce séminaire constitue une étape cruciale dans le processus de refondation de l'administration publique tchadienne. Il traduit la volonté politique de bâtir une administration publique plus performante, mieux enracinée dans les territoriales et apte à répondre aux défis du développement local. Et puis le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en partenariat avec l'ONG Humanité et Inclusion à travers le projet à la page est en formation de 25 maîtres communautaires des provinces du Mandoul et Logone oriental. Cette formation est axée sur l'éducation inclusive. Fierté Ouattara nous en dit plus. Renforcer la compétence pédagogique pour un apprentissage de qualité et inclusif est au centre d'une formation complémentaire dédiée aux 25 maîtres communautaires des provinces du Mandoul et du Logone oriental. Organisée dans le cadre du projet à la page, pour Sou Alain, chef du projet à la page Humanité et Inclusion, cette formation vise à soutenir leurs efforts et à améliorer l'apprentissage de tous les enfants et ceux vivant avec un handicap. Cette session de formation vise à répondre à un besoin réel et urgent, renforcer les compétences pédagogiques, améliorer la prise en compte des divers profils d'apprenants et promouvoir un enseignement de qualité, inclusif et équitable. Elle vous permettra de renforcer votre capacité à gérer vos classes de manière inclusive, à repérer
et accompagner les enfants en difficulté, notamment ceux vivant avec un handicap, ceux confrontés à des discriminations liées au genre, à la langue ou à d'autres vulnérabilités sociales. Pour le représentant du délégué de l'éducation nationale, Oulougour Oriental Miambaye Mathurin, cette formation s'inscrit dans une vision commune d'assurer une éducation de qualité pour tous les enfants et surtout ceux vivant dans les zones reculées. Durant cette formation, les participants seront amenés à comprendre les enjeux pédagogiques du cycle moyen et adapter leur enseignement en conséquence. Maîtriser des stratégies pédagogiques efficaces pour renforcer les compétences clés nécessaires à la réussite scolaire. Identifier et accompagner les élèves en difficulté pour réduire les risques de décrochage et d'échec scolaire. Établir des passerelles de collaboration avec les acteurs du cycle moyen afin d'assurer une continuité pédagogique harmonieuse. À l'issue de cette formation, les maîtres communautaires auront une meilleure compétence des programmes du cycle moyen, une capacité renforcée à évaluer les acquis de leurs élèves et une posture professionnelle adaptée aux défis de la transition. Toujours en société dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, à Pala, les jeunes sont souciés de l'hygiène et l'assainissement de cette localité. Mobilisés autour de Djingar Mikael, coordonnateur provincial du Mayo-Kébi-Ouest de l'association Let's Do It Tchad pour lutter contre l'insalubrité. Ces propos sont recueillis par Diana Nepitimbaye. Cette association, c'est une association de bénévoles et nous œuvrons dans l'hygiène et l'assainissement. Donc nous organisons des activités de nettoyage dans les places publiques, dans les institutions privées et étatiques et dans les établissements scolaires également à travers un projet dénommé PCSUS, Projet citoyen communautaire des structures universitaires et scolaires. Nous sommes en train de vouloir organiser la journée mondiale du nettoyage qui aura lieu d'ici le 20 septembre. Donc et à long terme, on envisage également étendre un peu cette association pour couvrir toute la province. Parce que ici, nous sommes au niveau du département de Mayo-Dala. Donc, il nous reste sur 5 départements. On a dû déjà installer 2 départements. Le département de Lac-Léré et le département de El Ouaya, précisément à Lagon, qu'on vient juste d'installer. Donc, il nous reste 2 autres départements, le département de Binder et puis le département de la zone de Gadal. Les difficultés sont vraiment énormes, surtout l'aspect financier. Quand on demande à un jeune de venir faire le travail de bénévolat, ne serait-ce que lui donner un peu d'eau, c'est un peu très, très compliqué. Mais nous essayons de faire quand même avec quelques membres qui sont au sein de cette association, qui travaillent déjà. Ceux-là essayent de satisfaire les autres en donnant quelque chose pour qu'on puisse acheter de l'eau et distribuer à ces jeunes. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Même les matériels, nous n'en avons pas. Donc, on essaie d'aller demander des matériels à la mairie et ils nous les donnent, on nettoie, on fait l'activité de nettoyage, après on les restitution. Restons toujours dans le Mayo-Kébi-Ouest, au milieu des motos et des véhicules qui sillonnent dans la ville de Pala. Une scène inhabituelle attire l'attention et suscite l'admiration de jeunes filles qui manient la clé et molette tournevis avec passion. Allons à la découverte de ces filles dans ce reportage que nous propose Diana Nepitimbaye. Elles sont garagistes, un métier traditionnellement masculin. Leur présence dans cet atelier mécanique familial est bien plus qu'une simple activité professionnelle. C'est un symbole fort de détermination, d'émancipation et d'innovation dans le paysage socio-économique de Pala. Les métiers de la mécanique automobile sont presque exclusivement exercés par les hommes. Pourtant, Sangmoudi, âgé de 14 ans, et Friola, 19 ans, ont choisi de défier ces normes. Depuis 2014, quand j'étais petite, je voyais mon papa travailler avec les autres et moi je me suis mis à travailler aussi. Les autres filles se moquent de moi parce que dans la mécanique, il y a beaucoup de saleté. J'ai commencé depuis CP1. Les autres, ils viennent là, ils me disent
des fers et les autres là, ils disent je ne touche pas. Les clients rencontrés témoignent de la qualité des services bien rendus avec professionnalisme par ces deux jeunes filles. C'est des petites qui se défendent, elles font toujours de bon travail, elles sont été bien formées par leur papa, c'est leur propre père même qui les a formées. Elles sont aussi des élèves. Mais moi, quand je viens souvent, c'est eux qui me réparent ma moto. Elles font très bien leur travail. Papa Frissa Faïdibé, comme l'appellent affectueusement les clients qui viennent réparer leur engin, se dit combler des progrès de ses enfants. Il appelle les autres filles à venir se faire former dans ce métier qui, par défaut, considéré comme activité des hommes. Je les appelle un matin, et dès maintenant, la réussite, ce n'est pas seulement à l'école. Pour qu'ils viennent, ils font la mécanique au salon avec moi. Et si à l'école, ils repartent à l'école. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut lutter contre le mariage précoce, c'est ça, je les ramène à côté de moi pour qu'ils puissent travailler et ils ne soient pas attirés par les hommes. Aujourd'hui, Sangmoudi et Flora sont capables de diagnostiquer une panne, de réparer un moteur, de changer des pièces et de faire l'entretien des motos. Ces filles incarnent une nouvelle génération de femmes qui, loin de se laisser enfermer dans des rôles prédéfinis, prennent leur destin en main. Restons toujours en société, la pratique de vélo est de plus en plus sollicitée pour le sport de nos jours. Les engins à 4 roues ont pris le dessus pour faciliter le déplacement dû à la distance. Force est de constater que dans la circulation, les usagers n'accordent pas d'importance au vélo. Interrogé à ce sujet, l'expert en environnement, Rimaditar Dakodi, Jacques explique au micro de Diana Lydia. De nos jours là, je ne sais pas si on te demande d'aller à vélo, est-ce que ça va être facile pour toi parce que les vélos tendent à disparaître. Les gens utilisent beaucoup plus de vélos maintenant comme un moyen de sport. Mais si tu es à Facha par exemple, que tu dois prendre ton vélo ici pour aller là-bas, avec ce nombre important de véhicules à 4 roues, je ne pense pas que ça va être facile pour toi. Mais c'est possible. Ceux qui ont les bicyclettes peuvent les utiliser, ça fait du bien. Oui, moi j'encourage ça fortement, ça fait du bien. Donc ils peuvent les utiliser. Mais vu le nombre de véhicules, vraiment tu n'es pas en sécurité. Voilà. Les engins à 4 roues, il y a la raison aussi de protection. C'est important parce que dans ça, même si on te cogne, je crois que tu es un peu protégé. Mais avec des problèmes, des gens qui ne respectent pas le code de la route, qui peuvent te doubler à droite et virer à gauche devant toi, il y a tellement de problèmes. Donc, vélo, c'est bon. Mais pour des raisons de sécurité, il faut être très très prudent. Peut-être que tu vas utiliser le vélo à des heures, pas à des heures de pointe. Voilà. Si tu utilises à des heures de pointe, je crois que ça serait un peu perturbé. Mais ce que je déplore aussi, la plupart des voies qui sont aménagées, il n'y a pas une partie qui est réservée aux engins à 2 roues. C'est ça, là. Dans certaines villes, on voit que la voie des engins à 4 roues est séparée des engins à 2 roues. Si bien que tu es un engin à 2 roues, on ne peut pas te voir de l'autre côté. Si tu parles, la police te prend immédiatement. Ici, on met simplement la peinture pour séparer. Et quelques mois après, la peinture est effacée. Donc, sur la même voie, là, tu trouves le gars à moto, le gars à vélo, tu peux trouver même les cochons, les porcs, les moutons, tout le monde sur la même voie. Si seulement ces voies sont séparées, je crois que les vélos peuvent être utilisés. Longtemps absent dans des pratiques funéraires traditionnelles tchadiennes, le cercueil s'impose aujourd'hui comme un élément incontournable du rituel d'inhumation dans de nombreuses communautés. Fruit d'influences religieuses et de la modernisation sociale, son usage s'est généralisé, donnant naissance donc à un véritable marché. Entre héritage culturel en mutation et impératifs contemporains, le cercueil raconte une autre facette de rapport à la mort. Les détails avec Molian Evelyne. L'usage du cercueil, tel qu'il est couramment observé aujourd'hui, ne révèle pas d'une tradition ancestrale pour de nombreuses communautés. Historiquement, les rites funéraires varient selon les groupes ethniques et s'articulent souvent autour d'une inhumation directe, d'un enveloppement dans un linceul ou encore de la mise en terre dans des jarres, comme en témoignent les découvertes archéologiques liées à la civilisation des Sao. Ces pratiques répondent à une vision cosmologique propre à chaque communauté. C'est sous l'influence conjuguée des religions ainsi que par effet de la modernisation sociale et de l'occidentalisation des mœurs que le cercueil
cercueil a progressivement trouvé sa place dans les rituels funéraires tchadiens. Il est aujourd'hui perçu comme un symbole de respect, de dignité et d'honneur rendu aux défunts. Dans les centres urbains tels que N'Djamena, cette évolution a donné naissance à une véritable activité économique. La fabrication et la commercialisation du cercueil. Plusieurs ateliers de menuiserie s'y sont spécialisés, proposant une offre diversifiée adaptée à tous les budgets. Face à l'urgence que représente un décès, certains artisans ont même innové en proposant des cercueils prêts à emporter, réduisant ainsi les délais d'attente autrefois liés aux commandes sur mesure. Ce pragmatisme répond à un besoin pressant dans un contexte où les funérailles doivent être organisées dans un laps de temps, conformément aux exigences sociales et religieuses. Toutefois, cette activité n'est pas exempte de controverses. La visibilité des cercueils exposés à l'entrée des ateliers suscite parfois malaise et rejet. Certains y voient une forme de banalisation de la mort, un rappel permanent de notre finitude, voire un commerce indélicat. Les vendeurs eux-mêmes témoignent de regards parfois lourds, de moqueries ou d'injures, comme si leur métier, pourtant essentiel, se situait aux marges de l'acceptable. Pourtant, derrière cette perception ambivalente, la vente de cercueils rend un service fondamental à la société. Elle permet aux familles dans un moment de grande détresse d'organiser dignement les obsèques de leurs proches. Elle s'inscrit dans une dynamique de modernisation des rites en phase avec les normes urbaines actuelles tout en contribuant à l'économie locale. Ainsi, le cercueil n'est pas enraciné dans toutes les traditions tchadiennes, il est devenu au fil du temps un objet socialement intégré, voire incontournable. Sa commercialisation bien qu'éminente, délicate, incarne à la fois la transformation de nos rapports à la mort et l'adaptation de notre société aux exigences du monde contemporain. En santé, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, ont procédé à la signature du protocole d'accord 2025-2027 pour le renforcement de la vaccination de routine dans les 16 provinces ciblées du Tchad. C'était hier dans l'après-midi dans un hôtel de La Place. Et c'est le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamay Alinan, qui a procédé au lancement de ces assises. Le compte-rendu signé Roselyne Djekourba. Ce protocole d'accord signé entre le ministre de la Santé publique et de la Prévention avec ses partenaires marque une étape cruciale dans la stratégie nationale visant à améliorer la couverture vaccinale, réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination et le renforcement des capacités du système de santé au niveau décentralisé. L'objectif clé du protocole, c'est d'accroître la couverture vaccinale équitable et durable dans les zones à faible performance, renforcer la chaîne d'approvisionnement en vaccins et la logistique afférente, améliorer la qualité de la collecte et de l'utilisation des données pour orienter les décisions, renforcer la capacité du personnel de santé dans l'information sanitaire et les districts, accroître la mobilisation communautaire et la confiance des populations envers la vaccination. Le protocole est signé conjointement par le gouvernement du Tchad et les partenaires stratégiques tels que l'OMS, l'UNICEF, Gavi, l'Alliance du vaccin, la Banque mondiale et d'autres acteurs nationaux et internationaux. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdelrahim, a souligné que ce protocole est une réponse concrète aux défis persistants de couverture vaccinale dans notre pays. Il incarne notre engagement collectif à garantir à chaque enfant, où qu'il soit, l'accès aux vaccins vitaux. La directrice générale de l'Alliance Gavi, Dr Sania Nishtar, a rappelé l'importance de cette signature du protocole d'accord. Ce protocole d'accord vient témoigner de la volonté des autorités tchadiennes à renforcer le dispositif de la vaccination. Dr Blanche Ania, représentante de l'OMS au Tchad, a touché du doigt la signature du mémorandum qui, selon elle, est un moment porteur d'espoir. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Tchad comptant pour l'agenda 2030 pour le développement durable. En particulier, l'objectif doit permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.
Et puis, la troisième journée de play-off de la Ligue de basketball de N'Djamena se poursuit. Le choc tant attendu par Warriors et les Black Caps a tenu toutes ses promesses, offrant ainsi donc au public un match d'une intensité rare marquée par les talents à la fourche de deux jeunes formations. Reportage Maïdixem Sadok. Cette rencontre était sans effet pour les Warriors déjà qualifiés pour la phase finale. Black Cap, outsider de la course, joue pour sauver son honneur. Il sera question pour les poulets de coach Alain Asnal de chercher à prendre au moins une victoire pour cette phase de play-off. Le coach Marc tourne de manière intelligente ses joueurs pour éviter les blessures, car la course est encore longue et il reste des matchs décisifs et difficiles à venir. Les joueurs des Black Cap jouent un match très engagé pour eux. Il faut donner quand même du sourire aux supporters. Le premier quart de temps engagé par Warriors, score 12 paniers contre 9. Black Cap sans découragement joue avec beaucoup de détermination et gagne le deuxième round avec une différence d'1 point. Score 21 paniers contre 22 à la pause. Une deuxième période sans relâche pour Black Cap qui continue par jouer un match engagé pour défendre leurs couleurs. Les supporters des Warriors gardent toujours leur rythme d'ambiance au bord du plateau pour encourager les jeunes à ne rien lâcher. La stratégie adoptée par Marc était de jouer pour gagner et garder la tête de classement dans cette conférence. Un troisième round électrique ici sont les joueurs de Black Cap qui ont contrôlé cette partie du jeu en dominant. Les hommes de Marc scorent 34 paniers à 25. Alain prend la responsabilité de changer les tactiques de jeu et instruit ses poulains à jouer par des passes pour faire couler le temps au maximum. Cette stratégie a marché. Le tableau d'affichage indique Black Cap 46 paniers, Warriors 39 paniers. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité de nous suivre sur la chaîne citoyenne. Bon après-midi à tous.